Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Mais tout de suite, c'est-à-dire. Bonsoir Julien Luxet. Bonsoir. Vous êtes restaurateur et vous vivez avec votre épouse Cathy et vos 3 enfants à L'Haÿ-les-Roses. C'est dans le Val-de-Marne. Une vie normale après 7 ans d'errance. Cette année de calvaire où vous allez vivre en grande partie dans la rue avec votre famille. Une vie de SDF que vous racontez dans ce récit poignant, parfois très dur. Ma famille avant tout. C'est aux éditions Max Milo. Finalement, ce qui vous est arrivé, ça pourrait nous arriver à tous. Vous parlez d'une sortie de route et puis ensuite c'est la spirale infernale. Oui, bien sûr. On ne s'y attend pas. Les choses vont effectivement vite. Alors, des fois, on peut avoir un peu certaines prédispositions, dans le sens où moi et ma femme, nous étions plutôt des personnes un peu aventureuses. On travaillait dans des milieux artistiques, donc on connaît un peu la prise de risque. C'est vrai qu'on cinéma, la mode. Exactement, et les voyages également, parce que pour la mode justement on produisait en Inde, donc le dérapage pour nous il a été après un retour justement de l'un de ces voyages pour une production de vêtements dans le sud de l'Inde à Pondichéry. Et dans un premier temps, on a raté la saison. Première offre de travail, d'autres contrats? Non, on devait mettre des vêtements en boutique et la saison était un petit peu dépassée. Donc, il commençait un peu à y avoir des contretemps dans ce que nous, on avait prévu. Parce qu'en Inde, en fait, on avait des partenariats indiens. On devait retourner là-bas, s'installer et développer notre propre production. Et vous parlez finalement d'un cercle vicieux après, avec différentes finalement mauvaises passes qui s'accumulent, une rupture familiale. Exactement. Et finalement, un point de bascule que vous racontez très bien dans votre livre, puisque vous vous souvenez de cette soirée-là. Vous êtes avec votre femme et votre premier enfant dans votre voiture et vous écrivez « Nous discutons une bonne partie de la nuit. On essaie d'échafauder un plan de survie avant de nous endormir. C'est notre première nuit dehors. » Oui, c'était... En fait, nous sommes partis du sud de la France, là où nous avions notre dernier logement, parce que comme vous l'évoquiez, il y a eu une violente rupture familiale et qui a causé notre départ un petit peu précipité. J'ai essayé de rebondir sur une première offre qu'on me proposait, qui était à Ibiza. Bon, rien à voir avec le business de la fête, mais... Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas marché. On revient un peu en catastrophe en France. Donc voilà, les choses s'accélèrent et on est dans la voiture, comme vous le rappelez. Et là, on se rend compte que finalement, on n'a plus de ressources. Et il n'y en a aucune autre. Il n'y a pas de promesse d'embauche. On n'a pas de logement. Il n'y a rien. Et là, on est face à une urgence. C'est un jour sans fin, dites-vous. Et les 7 années, vous ne le savez pas, mais... vont s'ouvrir devant vous avec, en fait, chaque jour, le même objectif prioritaire, dites-vous, c'est trouver un toit. Bien sûr. Et surtout parce que ce qui est particulier, c'est qu'on est avec des enfants. Donc ça vous donne une autre conscience et une autre urgence, forcément, par rapport à votre situation. Mais à la fois, j'aime dire, c'est comme si on se retrouve bloqué un peu dans l'engrenage des marges. Dès que vous êtes un petit peu à côté de la route, eh bien... vous essayez par exemple d'aller voir des services sociaux. Alors on a des premières réponses où on nous fait comprendre que finalement dans les communes, si vous n'avez pas un passif depuis 3 mois sur la commune, vous ne pourrez pas avoir accès à telle ou telle aide. Donc finalement on vous donne des bons essences, vous allez dans une autre ville plus loin. Donc c'est là où effectivement d'un seul coup, en fait c'est une découverte déjà les premiers temps où d'un seul coup on se rend compte... de toutes les barrières, finalement. Vous êtes à côté de la route, mais vous voulez revenir dessus, et là, vous vous rendez compte qu'il y a une barrière, une autre barrière, une autre barrière. Vous n'arrivez pas à réintégrer, finalement, cette route-là. Et parce qu'après, vous êtes dans cette urgence et dans ce jour sans fin que je dis. Pourquoi ? Parce que simplement, on est au pied du mur, donc je vais faire la mendicité. Mais... Vous en parlez de cette mendicité. Pour vous, c'est très difficile de vous y résigner. Vous vous souvenez même, vous avez compté les jours, 800 jours, 500 000 personnes sollicitées. C'est très dur de sauter le pas. Exactement, et finalement, à chaque fois. Pour les 800 fois, c'est toujours aussi dur de franchir le pas. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur des mots comme la mendicité. Je veux dire, ça a beaucoup de connotations. Comment ça se passe pour vous ? Les gens ont un regard particulier. Moi, la première fois où j'y vais, je suis comme avec une camisole qui me dit « Mais non, tu ne peux pas y aller. Il y a la honte, il y a la peur, il y a... Qu'est-ce que je vais leur demander ? Et qu'est-ce qu'ils vont me répondre ? Ou comment les gens vont me traiter ? Et après ça, vous le découvrez en plus. Le regard des gens ? Oui. Et comme je le dis aussi, par exemple, pour obtenir un oui, je vais essuyer 10 non. Et donc, il y a de la solidarité, oui, mais il faut aller la chercher.
Et au passage, vous recevez aussi beaucoup de refus, des réflexions des fois très désobligeantes. Et c'est ça où votre ego, après, il se bat contre vous. Et Vous c'est dur d'y racontez aller. même toute une série finalement, de stratégies que vous mettez en place pour survivre, finalement. Oui, parce que, l'air de rien, oui, on va faire la mendicité, mais comme je viens de dire, la mendicité, souvent, ça dérange. Donc, dès que vous la commencez sur un parking, par exemple, d'un centre commercial, ce que j'ai essentiellement fait, au bout d'un moment, vous avez des agents de la sécurité qui viennent vous voir et qui vous disent « Monsieur, vous n'avez pas le droit de rester là. Et si vous restez, en fait, on va faire venir la police. » Donc vous marchez tout le temps. Exactement. Et là, vous comprenez que du coup, vous êtes chassé, donc vous allez plus loin. Mais il n'y a pas que ça. Finalement, la mendicité, au fur et à mesure de la faire, vous apprenez beaucoup de choses. Je veux dire, on comprend qu'il y a des horaires où c'est mieux de le faire. Il y a des stratégies, j'en ai développé parce que justement, avec ces vigiles, il y a les caméras de surveillance. Vaut mieux pas demander à une personne qui rentre dans le centre commercial parce qu'elle risque de vous dénoncer et tout de suite, on va vous déloger. C'est que des choses comme ça. Vous allez faire des allers-retours entre la rue, les foyers, jusqu'à ce jour qui reste gravé dans votre mémoire. On est le 28 décembre 2017. Vous apprenez que vos enfants vont vous être retirés. C'est le jour peut-être le plus sombre, bien sûr, pour moi, parce que nos enfants, moi comme ma femme, nous les aimions. On a vécu tout ce long parcours. Il faut le dire, le 28 décembre, ça veut dire qu'on a déjà vécu là, de l'errance pendant déjà quelques années. Et on a tout fait pour nos enfants. On était en plus toujours dans ces espaces tout petits, mais on veillait tout le temps sur eux. On a fait en sorte que leur journée soit belle et douce. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain... Vous dites en même temps, c'est impossible de l'accepter, mais possible de le comprendre. Bien sûr. Parce que justement, toute cette longue déroute et dérive, vous regardez vos enfants, vous savez, vous voulez les sortir de là. Et au bout d'un moment, de toute façon, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Donc à un moment donné, quand il y a une solution comme celle-ci, où d'un coup, on vous dit vos enfants vont totalement sortir de ce que vous êtes en train de vivre. Ils sont déscolarisés, vos enfants. Oui. Vous vous dites, c'est bon pour eux. Mais l'accepter, parce je suis un père et ma femme est une mère mais nous aimons nos enfants plus que tout au monde. Donc, on n'arrive jamais à l'accepter. Mais c'est ce qui donne aussi ce moteur après pour se battre. Et alors justement, c'est ce que vous avez fait. Vous avez remonté la pente, notamment grâce à l'aide de personnes qui ont accepté de vous loger. Comment voilà. Sur ma route, heureusement. Et oui, il y a par exemple Geoffrey, qui est un barman, qui travaille dans la brasserie où je suis, alors que je ne le connaissais pas vraiment. C'est simplement quelqu'un qui m'a vu un jour perdu dans la brasserie, alors que je travaillais le soir, mais c'était dans l'après-midi, en train de faire des recherches sur mon ordinateur. En fait, je cherchais simplement un logement. Il va vous héberger quelque temps. Et tout de suite, il va venir vers moi, il va me dire... Moi, il n'y a pas de souci, tu peux venir chez moi. Il va m'héberger une semaine. Et ça, c'est vrai que c'est des gestes et c'est une générosité, surtout pour quelqu'un qui ne me connaissait pas plus que ça. Et ça, c'est le début de la Renaissance, puisque ça vous permet de vous poser un peu. Plus tard, un autre couple aussi va vous louer une petite pièce qui va vous permettre aussi, finalement, de retrouver la stabilité. Une stabilité et un travail. Parce que c'était un cas de conscience. Ce manque d'un toit, d'un logement, c'était un cas de conscience. Aujourd'hui, vous êtes restaurateur. Oui. Et vous dites, la plus belle chose, c'est d'avoir récupéré une boîte aux lettres. Vous êtes avec vos enfants, à nouveau, votre femme, oui, parmi d'autres, sûr. c'est symbolique, parce que justement, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais je veux dire, dès que vous vivez dans l'exclusion, il y a tellement de choses qui vous manquent. Et après, des choses qui, pour nous tous, nous paraissent banales, finalement, forcément, la dureté, ça vous apprend à apprécier aussi des choses peut-être toutes bêtes et banales. Mais ce qui me rend encore le plus heureux, vraiment, non, c'est surtout d'avoir récupéré mes enfants, que les combats autant de ma femme et de moi-même, parce qu'à un moment donné, notre famille était entièrement éclatée, nous étions chacun de notre côté. C'est ça qui était très dur dans notre histoire. Mais la force de chacun nous a réunis, et je pense que c'est l'amour, tout simplement aussi, qui nous tient en vie. Merci beaucoup pour ce témoignage qu'on peut retrouver dans Ma famille, avant tout. C'est aux éditions Max Milo. Merci Julien Luxet. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.